Alors, notre cher Archibald est bien là. Il a eu le temps de goûter les différentes interventions et de prendre le recul nécessaire à ce déconfinement vu d'ailleurs. Et l'ailleurs, en l'occurrence ce soir, il se situe pourtant dans des questions de normativité et d'anormativité, n'est-ce pas, Benoît? Absolument, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je vous propose cette chronique qui gravite autour des questions de normativité de l'urgence, évidemment, puisque c'est le thème actuel. J'active tout de suite mon chrono pour être certain, évidemment, de rester dans la norme. Euh, alors, on a entamé le procès rhétorique de l'urgence précédemment, on en a proposé une grammaire, on a souligné la portée signifiante, on en a questionné la vitesse et la spatialité, on en a proposé une définition fonctionnelle, et donc, après avoir observé que l'urgence sanitaire aboutissait à une nouvelle vérification, souvenez-vous de la loi morale de ce philosophe David Hume, eh bien, il est temps de s'intéresser davantage à sa matière, sa normativité et à la stratégie jupitérienne de l'urgence. Alors, quel est le contenu normatif de l'urgence précisément? Vous savez qu'il existe une multitude de théories de la normativité. Alors, on ne va pas toutes les balayer, mais parmi les écoles évidemment influentes, il y a les partisans du positivisme kelseyien, pour qui la normativité juridique dépend de conditions purement formelles. Il y a aussi l'école de Nanterre, qui cultive la théorie réaliste de l'interprétation, pour qui la règle n'obtient de normativité qu'après avoir été réceptionnée, appliquée, interprétée par l'autorité judiciaire. D'autres diraient encore, évidemment, qu'il faudrait que la règle ait été soumise au contrôle de constitutionnalité et, pour ainsi dire, qu'elle n'erre pas uniquement dans l'ère du légicentrisme. Il faudrait qu'elle soit validée au sens constitutionnel. Et d'autres encore diraient, bien entendu, il s'agit là des justes naturalistes, que la règle, elle ne doit surtout pas être construite avec le seul référent formel, elle doit être construite à l'aune de la raison, de la justice ou encore de l'autorité. Alors, ces petits prolégomènes établis, je souhaite donc développer la notion très élastique de la normativité de l'urgence, qui s'accompagne, à mon avis, de résonances juste naturalistes. En effet, vous noterez que le droit de l'urgence semble dominé par le culte de la passion. Alors, ce n'est pas une passion au sens moral, c'est une passion à la française pour le droit, comme l'aurait dit évidemment l'ancien doyen Carbonnier. C'est la transposition normative d'un fait qui, ça on l'a déjà rappelé plusieurs fois, le fait sanitaire, le Covid-20 n'a pas été encore scientifiquement décrypté, mais il donne lieu déjà à une transposition normative. Donc on passe d'un fait à une norme immédiate. Ça, c'est à mon avis un écueil. Donc notre gouvernement use d'une réelle raison autoritaire que je qualifierais d'hégélienne. Hégélienne, tout à fait. D'un référent donc juste naturaliste, de la raison. Mais évidemment, tout ça est, heureusement, il faut s'en féliciter, insuffisamment arbitraire. Pourquoi? Eh bien parce que le contrôle juridictionnel, notre critique kantien, fonctionne. Il œuvre en dernier rempart, et donc c'est un petit peu Kant face à Hegel. Et puis on le regrettera, il n'y a pas de prudence légistique, ça aussi nous en avons déjà parlé, tant le phénomène sanitaire fait figure d'écran à la réalité du besoin juridique. Alors cette accélération légistique, elle génère à mon avis une transcendance, une néo-normativité. En effet, vous avez déjà relevé que jamais la règle juridique n'a semblé aussi obligatoire, aussi coercitive, et ce avant même la délibération. Je m'explique. L'état d'urgence, il a fait naître une telle publicité autour des travaux parlementaires que tout à chacun, les citoyens ont pu croire ou ont cru que les projets de décrets, d'ordonnances, de loi étaient déjà applicables et donc sanctionnables avant même le vote ou la promulgation. Et ça, on le doit évidemment à l'effet médiatique, à ce suivi médiatique. Donc ça a fait naître ce que moi je peux appeler, ce que chacun pourrait appeler des fake normes. Des fake normes. Le sentiment qu'il y avait déjà une portée obligatoire attachée à une règle qui pourtant n'était pas encore en vigueur, n'était donc pas valide, au sens évidemment normativiste. Donc le capital normatif, pour moi, il n'a jamais semblé si épais, si vigoureux, a priori. Et donc ça fait voler en éclats pour moi la théorie réaliste de l'interprétation.
puisque la norme issue du droit de l'urgence, elle n'a pas besoin finalement de ce contrôle juridictionnel pour être valide. Elle est valide a priori. Il y a un capital de normativité a priori. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est une nouvelle forme de droit finalement qui se crée. Alors, ce premier relent juste naturaliste, eh bien, il se vérifie encore au niveau axiologique. Et c'est donc le deuxième axe que je souhaite développer rapidement. Au niveau des valeurs, donc, parce que le droit, tout le débat que suscite le droit de l'urgence, eh bien, il est quand même très concentré autour des valeurs que la norme juridique véhicule, l'ensemble du socle de valeurs, évidemment, qu'on peut discuter d'un point de vue médiatique. Et donc, la normativité de l'urgence, elle est véritablement plus soumise finalement à ce socle de valeurs populaires qu'au diapason juridictionnel. Et ça, c'est aussi intéressant. Évidemment, il ne faut pas rester naïf, je dirais, puisque on sait bien que derrière le droit se cachent des idées et une idéologie. Mais on se souviendra que grâce à l'héritage des philosophes, qu'on qualifie des philosophes du soupçon, donc Marx, Nietzsche, Schopenhauer, eh bien, on se souviendra que l'essence normative, elle est déguisée, elle est masquée. Donc derrière cette frénésie du droit de l'urgence, évidemment, il n'y a pas de lucidité. Le législateur, il est contraint d'un point de vue systémique, puisque la crise, elle est mondiale, et donc il n'est pas lucide par rapport aux valeurs qu'il irrigue, qu'il diffuse dans le droit qui est actuellement le droit positif de l'urgence. Donc il faut, à mon avis, aiguiller le législateur et le gouvernement. Il faut l'aiguiller parce qu'il n'est pas lucide dans ce qu'il fait finalement. Et donc, ce droit de l'urgence, on sait qu'il est en partie empreint d'axes idéologiques qui sont déguisés, et donc il faut l'aider parce que là, tout ce que ça génère, c'est uniquement des valeurs qui sont orientées sur la société deleuzienne de contrôle, sur l'assujettissement, et évidemment un minima sur la protection sanitaire. Mais il nous revient à nous citoyens, j'entends vraiment au sens très large, à mon avis, de la transparence axiologique dans la production normative. Quelles sont les valeurs de référence de ce droit de l'urgence? Et là, je m'inscris tout à fait dans le débat contemporain de ce soir, hein, puisque j'ai entendu parler d'une charte sociale européenne. Pour moi, il n'est pas question de proclamer une énième charte ou une énième déclaration universelle. Il faut préférer le droit performatif. Et le droit performatif, raisonner sur un fond de posture sartrien ou alors villéien, pour reprendre évidemment la doctrine de Michel Villet. Il faut transcender les clivages. Et donc, je questionnerai à nouveau, en guise de conclusion, et peut-être de conclusion définitive d'ailleurs pour ce qui tient de l'émission de ce soir, à qui profite le droit de l'urgence? Aux gouvernés ou aux gouvernants? Merci. Alors, ces petits mots qui restent petits, même à l'écran rapproché, m'ont fait penser à cette réplique culte des trois frères qui a été rediffusée récemment. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence, Benoît. Exactement.